Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la culture entreprise en action. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Bi-Harmoniste, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Cette semaine, je reçois Antoine Lecomte, le CEO de Cheers. Alors, Cheers est déjà probablement chez vous, sur vos murs ou dans vos cadres, puisqu'il s'agit de la pépite française de l'impression photo. Et justement, cet épisode nous donne l'occasion d'aller voir derrière la photo pour y découvrir un dirigeant passionné qui vit pleinement la culture de son entreprise. Bonne écoute à tous. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Écoute, je suis hyper content d'être avec toi donc dans les locaux de Cheers, locaux en plein développement du coup si j'ai bien. Ouais, en plein travaux, plus qu'en développement. Ouais, effectivement. Du coup, le nouveau logo très sympa. Écoute Antoine, t'as une question un peu traditionnelle du coup d'un début de podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît ? Bien sûr, donc je suis Antoine Lecomte, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, je suis le CEO de Cheers, le co-CEO de Cheers, qu'on est 2 fondateurs de Cheers, qu'on a monté il y a 10 ans. Cheers, c'est ma deuxième aventure entrepreneuriale. La première aventure, elle a démarré en 2004, quand j'avais 18 ans. C'est un site qui s'appelle programmetv.net, qui existe toujours, qui est le site Télé Loisirs aujourd'hui. Donc on a revendu à Prisma en 2007, pendant nos études. On a fini nos études, donc c'était pas avec Aurélien, c'était avec un autre copain. J'ai fini mes études et avec Aurélien, on a lancé donc Cheers, qui s'appelait Print Club à l'époque, en 2012, qui a grandi depuis. Et qui a changé plusieurs fois de nom d'ailleurs, non ? Qui a changé 2 fois de nom, donc de Print Club, enfin donc qui a eu 3 noms, Print Club, puis Polabox, puis Cheers. Voilà, depuis Cheers depuis 2015 maintenant, donc ça fait 6 ans. A priori, celui-là, on va le garder. Ouais. Ça y est, celui-là, personne ne viendra te le disputer. Celui-là, c'est bon. Donc on va garder Cheers. Ouais, puis il est très bien en plus, donc c'est ouais, bah on a mis le temps pour le trouver. Je me doute. Et juste, si on s'arrête sur un truc là que tu viens de nous dire, en fait, vous êtes 2 CEO donc chez Cheers. En fait, je pense que le conseil que tu entends le plus quand tu veux entreprendre avec un ami à toi, c'est oui, mais tu sais, il faut qu'il y en ait un qui soit le chef. C'est pas possible de CEO, c'est pas possible 50-50. Comment vous en êtes venu à cette décision et comment est-ce que ça se passe pour toi ? Ça s'est fait naturellement, ça a été le fruit de discussions. C'est pas facile tous les jours, effectivement, mais en fait, même si on est tous les deux de profil école de commerce, on est aussi très complémentaires dans notre façon d'appréhender les problématiques, donc ça a jamais vraiment trop posé de problème. On a une discussion régulière et en fait, la boîte, elle s'est assez vite vraiment découpée sur 2 gros piliers. D'accord. Qui est le volet développement de l'offre et le volet produire en fait. Et en fait, on s'est assez bien réparti les rôles comme ça. Moi, je me suis occupé vraiment d'aller chercher des clients et Aurélien s'est occupé ensuite de son côté de produire la meilleure expérience possible pour ses clients. Donc en fait, les rôles se sont assez vite bien définis et ça a bien fonctionné. Et ça, tout au long de ta croissance, etc., vous arrivez à rester alignés tous les deux. Tu sais, quand tu prends ce rôle il y en a un qui vend et un qui produit, tu peux toujours avoir le côté, toi tu vends parce qu'il faut vendre et derrière tu dis c'est à lui de se débrouiller pour produire. Tu vois, c'est un truc qu'on voit souvent dans nos équipes qui sont structurées un peu comme ça. Ça n'a jamais posé de problème entre vous, ou du moins tu sais les réguler. Bah si, ça a pu poser des problèmes, mais comme partout, je pense, effectivement, parce qu'il y a des moments où on n'est pas forcément au même rythme et à la même vitesse, mais on s'est challengé en fait vachement, je pense aussi. Parfois, il me disait attends, on a beaucoup investi, beaucoup stocké, il faut beaucoup vendre, et moi j'arrivais pas à vendre suffisamment vite. Et parfois, à l'inverse, on avait trouvé 2-3 hacks qui nous ont permis d'aller très vite en vente, et il fallait que ça suive derrière aussi en production et en expérience. On s'est pas mal challengé, mais c'est toujours été positif. Et en fait, on a toujours eu une réflexion commune qui était, on a toujours tout pensé pour Cheers. Et à partir du moment où il y a ça, il y a cette intelligence entre nous de dire, c'est quoi la meilleure décision pour Cheers? Assez vite, on tombe d'accord. Ouais, je vois tout à fait, effectivement. Et alors, du coup, donc vous avez commencé à 2. Aujourd'hui, vous êtes 150 à peu près? Ouais, 150, 160. 160, ok. Est-ce que tu peux nous raconter justement les grandes étapes qui ont marqué en fait le développement de Cheers pendant 10 ans d'aventure? Bien sûr. Ça démarre en 2012. Notre idée, c'est que Facebook va devenir la plus grande bibliothèque de photos au monde. Voilà. Donc on développe un service d'impression de photos Facebook au démarrage. Un truc qui nous a jamais quitté dans l'aventure, c'est que quand on a regardé les services d'impression de photos qui existaient, on était tous les deux d'accord pour dire qu'ils étaient vraiment pas ouf du tout, quoi. Ils avaient des technologies un peu pourries. S'il y avait encore des vieux modules en flash qu'il fallait télécharger, mettre à jour, enfin l'expérience
sur les sites était pas dingue. Et on s'est dit, nous, on va mettre un vrai impact de tech et on va créer une expérience très fluide de création de produits photos. Donc, on démarre avec les photos Facebook. Ça ne fonctionne pas du tout. On met du temps à s'en rendre compte. En fait, le constat, il est simple, c'est que les gens impriment pas leurs photos Facebook. Les photos Facebook, c'est des photos pour se mettre en scène, pour se raconter, pour se valoriser, pour faire des blagues à ses copains, éventuellement. C'est pas nécessairement les photos qui ont la plus... C'est plus regardez-moi que je regarde parce que ça me fait du bien à moi, quoi. Exactement. C'est pas des photos qui ont une forte charge émotionnelle. Et donc ça, c'est 2012. Et fin 2012, on se dit, en fait, les photos partagées sur les réseaux sociaux, elles viennent principalement des mobiles, ou en tout cas, elles vont venir principalement des mobiles. Et là, on se dit, ok, on va devenir un service d'impression de photos directement depuis les mobiles. Donc, on sort notre app début 2013. Là, on connaît une croissance directe. Donc, 2012, on fait quasiment pas de chiffre d'affaires. 2013, on fait 600 000 € de chiffre d'affaires. Ça, tu trouves ton product market fit, quoi. On lance le mobile et surtout, on lance un produit qui s'appelle la Polabox, qui a été vraiment le vrai coup de génie marketing de ces premières années, parce que avant, on avait tout plein de produits. On avait des tirages photos déjà, on avait des albums photos, mais bon, on n'avait pas de différenciation produit. Et là, on a vraiment créé une différenciation. On a investi du temps et de l'énergie dans la création d'un produit marketing, d'un produit très bien marketé. Une petite box de tirage avec un format vintage, donc un format qui ressemble à celui du Polaroid, qui rappelle un peu les années 80. C'est l'explosion d'Instagram. Donc, à l'époque, il y avait un côté un peu vintage dans Instagram aussi. On met des filtres vintage. On met des filtres, on travaille ses photos. Instagram a beaucoup changé depuis, mais à l'époque, au tout début d'Instagram, il y avait ce côté très cool, très hype, et notre produit fonctionnait très bien face à cette nouvel usage de la photo. Et donc, Polabox plus mobile, là, on commence à avoir une vraie traction. Donc, 600 000 € en 2013, 3,6 millions en 2014. Donc là, on fait x6. Sur notre deuxième exercice, c'est vraiment solide. Là, on lève des fonds avec Serena Capital pour accélérer. Et à ce moment-là, on fait on se prend les pieds dans le tapis, en fait, quelques mois après la levée de fonds. Ok. On en parlera, je pense, plus tard, ouais, mais notamment parce que on n'avait pas suffisamment bien explicité notre culture d'entreprise et on a grandi trop vite et on s'est retrouvé à un moment donné pas suffisamment bien structuré au niveau de l'équipe et au niveau de la culture. Donc ça, c'est une des premières erreurs. La deuxième erreur, c'est que on a fait un pari trop audacieux sur notre marché. Ok. C'est trop d'ambition ou Trop ambitieux au sens où on s'est dit, tiens, en fait, il y a une troisième phase de prise de vue. Donc, je m'explique. Il y a eu la phase de l'argentique, des appareils photo argentiques. Il y a eu la phase des appareils photo numériques et il y a la phase des appareils photo mobiles. Oui, jusqu'à je te suis. Ouais. Ensuite, on a regardé et on s'est vu que pour chaque phase de type d'appareil photo, il y a eu des typologies d'imprimeurs qui ont existé, avec un rapport à l'impression qui a changé. D'accord. Donc, je te prends les pellicules. Une photo prise, c'est quasiment une photo imprimée. Le rapport entre la photo prise et la photo imprimée, il est hyper élevé. Oui, parce que c'était le seul moyen de l'avoir. En fait. On se rappelle de ce moment de ce suspense où tu vas récupérer tes photos en te disant est-ce qu'elles vont être bien ou est-ce que j'ai vraiment cramé 40 photos qui sont toutes floues. Exactement. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, l'impression de photo est déjà existante dans l'idée même de prendre une photo. Je prends une photo pour l'imprimer. Ensuite, à l'arrivée des appareils photo numériques, donc là, c'est devenu une révolution, puisque tout d'un coup, j'ai le droit de rater des photos, de la recommencer, de la voir. Tu disais pas trop, on l'a refait avant. Tu disais, j'espère qu'elle est bien, ouais. Bah ouais. Et puis, t'avais 36 photos dans ta pellicule. Ça va aller cher, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui sont nés avant les années 90. Pour les autres, ils ont pas vraiment connu les pellicules. Ensuite, arrivé le numérique. Donc j'ai pu commencer à rater des photos. Et le lien, il s'est un peu rompu quand même avec l'impression de photo, mais il est resté quand même assez présent. Et en fait, si tu réfléchis avec le mobile, le rapport entre une photo prise et une photo imprimée, là, il est complètement explosé. Il est complètement nul. Parce qu'on prend des tonnes et des tonnes et des tonnes de photos qu'on n'imprime jamais et qui n'ont pas forcément vocation à être imprimées. Donc nous, on s'est dit, ok, il y a une nouvelle façon de prendre des photos, il va y avoir une nouvelle façon de les imprimer. Et la nouvelle façon de les imprimer qu'on va proposer, c'est d'en imprimer un petit peu tout le temps. Ok. L'autre chose importante aussi, c'est que historiquement, les photos et l'impression, c'est les grands moments de la vie. Le gros du marché, c'est beaucoup la naissance, les mariages, c'est ces grands moments. Et le mobile, la révolution du mobile pour la photographie, c'est qu'on s'est mis à prendre en photo notre quotidien. Ce qui est très nouveau. Bien sûr, oui. Tu vois, aujourd'hui, il y a 3 milliards. Tu milliards prenais pas ton petit déj en sur... photo tous les matins pour le mettre sur Instagram avant, quoi. Non, t'avais pas cette photo. Bah non, ouais. Donc nous, on s'est dit, en fait,
on va essayer de créer un usage pas quotidien, mais beaucoup plus fréquent d'impression de photos. On va essayer de créer des produits qui vont dans cette lignée pour que imprimer ces photos, ce soit quelque chose qui se fasse mais en continu, mais en naturel, quoi. Tu rentres d'un week-end sympa avec des copains, tu prends 3-4 photos, tu leur envoies. On va créer des produits pour que tu puisses, tu vois, remplir un album photo de photos un peu continuellement. Et ça, c'était notre pari après la levée de fonds. Et donc, on a structuré notre produit autour de ça. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de quelques mois que le marché est toujours plus fort que nous. Oui, ça, malheureusement, c'est un peu une loi universelle. Hein. Tu peux pas. C'est une loi universelle et il y a un marqueur culturel dans la photo qui fait qu'en fait, les gens impriment des photos uniquement à des moments importants de leur vie. Voilà. Quand tu rentres d'un super voyage, t'as envie d'imprimer des photos. Quand t'as envie de faire un cadeau à ta mère ou à ta grand-mère. Ah, t'imprimes des photos. Là, t'imprimes des photos. Un cadeau de Noël, t'imprimes des photos. Et malheureusement, on n'a pas eu suffisamment d'argent, de cash, pour réussir à changer cet usage. Surtout sur un marché qui est très, du coup, complètement B2C, ça doit te demander des dépenses monumentales pour changer un usage, quoi. Ça demanderait beaucoup de dépenses, de prendre beaucoup de risques, de tester des choses, et on n'a pas eu le cash pour le faire. Parce qu'assez vite, on s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Donc 2015, année compliquée. 2016, on change un peu de braquet. On se dit bon bah ok, stop. On va se reconcentrer sur des gens qui ont des vraies raisons d'imprimer des photos dans la vie. Donc c'est plutôt des trentenaires. À la base, on était plutôt et tu montes 20-25. en gamme et en profil client du coup. On monte en gamme en profil client. On va aller cibler des jeunes mamans de 30 ans, enfin 30 ans de moyenne d'âge. Les gens qui commencent à avoir l'utilité de la photo imprimée. Tu traverses les grandes étapes un peu fondatrices de ta vie, tu commences aussi à voir le grand appartement qui va avec pour mettre les photos dedans, exactement. etc., quoi. L'appartement, les enfants, tu commences à construire ta vie et t'as envie de construire un capital souvenir parce que tu vas vouloir aussi le transmettre plus tard Bien sûr. Et voilà. Et donc, fort de ça, 2016, on termine l'année à 10 millions d'euros. 2017, 15 millions d'euros. Donc, là, 2017, ça y est, on est fort sur nos appuis. On a fait ce switch. Tous nos métriques sont bons. Le modèle économique tourne. On fait 15 millions d'euros. Donc là, on sait qu'on va faire une vraie phase d'accélération. Et donc, on démarre une levée de fonds. Finalement, on discute aussi avec un industriel allemand à ce moment-là, qui nous fait une offre qui est difficilement refusable. Surtout, on se dit, en gros, c'est la dernière sortie industrielle qu'on pouvait faire. Donc la boîte, elle a été vendue pour à peu près 50 millions d'euros. Okay. Donc c'est la dernière sortie industrielle qu'on peut faire. À partir de là, ce sera des sorties fonds de LBO bien sûr. Qui est une autre logique. On n'avait jamais été rentable encore, donc on savait pas où ça nous emmènerait. Puis ça dépend de ton appétence pour ces questions-là aussi. Est-ce que t'aimes bien jouer avec la finance ou est-ce que t'aimes bien pouvoir te dire, là je suis baqué, maintenant je fais mon produit, quoi. C'est pas est-ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est plus de se dire... Nous, on a envie de développer notre boîte, de développer notre produit, de parler à nos clients. Oui, c'est ça. Toi, tu veux passer du temps sur le produit, quoi. Exactement. Plutôt que sur gérer des relations avec des investisseurs, gérer la 5e levée, gérer l'OBO, gérer le LBO, gérer tout ça, quoi. Et puis surtout, on a eu un bon fit avec le groupe COE. Et on s'est rendu compte que le volet production, on l'avait quand même pas mal sous-estimé. Parce que pour arriver à monter une boîte à 50-100 millions d'euros, quand t'as un panier moyen à 25 euros... T'imprimes pas des photos avec une petite imprimante photo, quoi. Non. Je pense que les gens ne voient pas ça sur un produit comme Cheers. Tu sais, il y a une façade très très cool, etc. Vous avez une super expérience utilisateur, il y a une super image, un super marketing. Et on se rend pas compte que derrière, faut quand même, tu fais tourner une usine concrètement, quoi. Pour sortir les photos. On a une usine avec 50 personnes qui a Gennevilliers, 2000 mètres carrés au sol, une vingtaine de machines. Sur le mois de février, on a sorti 93 000 produits de notre usine à nous, donc ça tourne bien. Hein. Ouais, carrément. Mais donc je te disais, quand tu veux faire 100 millions d'euros avec un panier moyen à 25 euros, il faut que tu fasses 4 millions de produits. Tu fais la moitié de tes commandes à Noël, grosso modo. Ça fait 2 millions de produits à sortir en 6 semaines. Donc là, il te faut des terrains de foot d'usine. Et ça, on l'avait un peu sous-estimé. Et en discutant avec COE, on s'est rendu compte que eux, ils avaient une avance dans ce secteur qui sera jamais rattrapée. Hein, soyons honnêtes, personne ne pourra arriver à leur niveau, à la fois en termes de capacité de volume, aussi bien qu'en termes de qualité de produit. Donc on fait le deal avec COE, meilleure décision. Et depuis 2017, donc on fait 27 millions en 2018, 40 millions en 2019. Ouais, ça t'a donné le coup de boost dont t'avais besoin, quoi. Et j'avais oublié un détail, mais non, en 2020, et 2020 on fait 50 millions. Voilà. Okay. Donc les 3 dernières années, depuis qu'on a fait ce repositionnement après l'erreur stratégique de la levée de fonds, c'est 15, 27, 40, 50.
C'est très honnête, et rentable en 2020 aussi. Ok, super. Donc gros achievement aussi. Et voilà. T'as complètement changé de métier dans ce process, parce qu'au début j'imagine que t'avais pas ces usines, t'avais pas toute cette capacité de prod, t'avais un positionnement très expérientiel, très marketing, et d'un seul coup tu changes de métier, tu deviens limite industriel. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour toi dans la manière de travailler? Ça change pas mal de choses. On va reparler de la culture, mais ça change déjà beaucoup de choses au niveau de la culture. Bah oui. Parce que tout d'un coup, d'un seul coup, c'est plus du tout pareil, on n'est plus une boîte de web marketeurs. C'est vrai que les premières années de Cheers, on était des générateurs de leads pour des industriels. En fait, on avait créé un petit service où et d'ailleurs, t'externalisais ça. On prenait des photos, de là sortait un PDF produit qui était envoyé à une usine industrielle. On a intégré la production en 2016. Et ça a changé pas mal de choses, mais ça s'est fait doucement parce que vraiment au début on n'était pas. D'ailleurs on a commencé par racheter des usines. On n'a pas développé from scratch, ce qui fait qu'on a pu s'appuyer sur toute la connaissance des gens qui avaient déjà leur usine, et on a pu acquérir le savoir comme ça petit à petit avec eux. Ça nous a pas mal aidé. Ensuite, depuis qu'on a fait le deal avec Seaway, eux-mêmes nous ont beaucoup aidé à construire nos usines, parce que c'était pas intuitif et naturel chez nous, et puis c'est quand même assez complexe. C'est un métier à part, quoi. C'est un métier à part. Ça nous a apporté beaucoup, peut-être même une meilleure compréhension client, parce que du coup on a été au contact des photos de nos clients vraiment dans l'usine, et ça nous a vachement amélioré. Ça nous a fait venir du coup maintenant il y a 50 personnes qui travaillent à l'usine, qui sont des profils un peu différents des gens du siège, et c'est hyper enrichissant. Ça nous permet d'avoir une dimension beaucoup plus forte et beaucoup plus profonde de ce qu'on fait. On maîtrise mieux notre chaîne de valeur. On imprime nous-mêmes les photos de nos clients, et en fait il y a une énorme satisfaction à le faire, parce qu'on peut parler de qualité, on peut choisir notre papier photo, on peut mieux gérer notre gâche, on peut gérer aussi la qualité de travail dans les usines. Enfin, il y a quelque chose. Le projet il est plus complet en fait. T'es en maîtrise, quoi. Complètement. On se sent plus abouti, et c'est là aussi où le fait d'être deux a été super important. Ok. Parce que du coup, Aurélien a vraiment géré ce volet industriel, et c'est, pour rejoindre un peu ce qu'on disait en introduction, c'est vraiment nos deux pieds aujourd'hui. On a le volet un peu web marketing et le volet très industriel, et les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Ok. Alors du coup, on va revenir après sur ce qui s'est passé après la levée, mais là ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que tu dis on a deux pieds, vous êtes deux CEO, ça on en a parlé, t'as un pied production, t'as un pied marketing, t'as un pied industriel, t'as un pied qui va être plus expérientiel. Comment tu fais pour pas avoir deux cultures chez Cheers? Parce qu'on y travaille régulièrement. En fait, deux cultures, ça n'existe pas. Il y a toujours une culture, et après elle peut être vécu différemment, incarné différemment. Elle peut être incarnée différemment. En fait, il y a toujours qu'une culture. Après, c'est la question de la définir. Et ça a été un travail d'ailleurs avec Aurélien, et de bien comprendre quels étaient les points qui se superposaient chez nous, les zones, les valeurs qui se superposaient, et les ingrédients sur lesquels on était totalement raccord dans la boîte, parce que c'est très important que la culture soit incarnée par les deux fondateurs, enfin que ce soit pas trop difficile pour nous de la faire vivre. Et une fois qu'on a eu ça, ça a très bien fonctionné. Mais il y a eu des moments dans notre histoire où la culture, elle était, ouais, il y avait un côté, on pouvait souffler le chaud et le froid l'un et l'autre indépendamment, et ça a été très compliqué pour la boîte, et on a eu du temps à s'aligner. Et donc ça, c'est ce dont tu parles, donc après la levée avec Serena. Yes. Où tu me dis, en gros, on s'est pris les pieds dans le tapis, notamment parce qu'on n'avait pas défini la culture d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment tu le vois, en fait, ça? Donc, ça m'a mis du temps pour le comprendre. Et parce que quand on était dedans, c'était horrible comme sensation. On avait l'impression d'avoir un savon glissant entre les mains, de pas réussir à mettre la main sur la boîte. Ok. En gros, donc on lève en juin 2015. On démarre le process de levée. On s'appelle Polabox. On est 20. On est dans des petits bureaux de 100 mètres carrés à Strasbourg-Saint-Denis. Hyper sympa. Grosse culture d'équipe, parce qu'en fait, on vit ensemble. Vous êtes 20. Et les débuts, on a fait une année avec une énorme croissance. On fait n'importe quoi, mais c'est marrant et c'est pas grave, et on se prend pas du tout la tête. Et on sort le soir ensemble, et on se fait des dîners, on va en boîte. Enfin, vraiment, il y avait un côté encore très étudiant, et pas du tout réfléchi, quoi. Ouais, limite famille, quoi. Enfin, on vit ensemble, on meurt ensemble. Exactement. Et donc on change de nom.
à cause enfin, on avait un risque potentiel avec la marque Polaroid qu'on voulait éviter. On lève des fonds, on change de nom, on change de couleur, on change de bureau et on recrute 20 nouvelles personnes en tu doubles la taille d'équipe, quoi. Exactement. En fait, est-ce que t'as clairement les nouveaux et les anciens? Ou est-ce que ça prend plutôt bien? En fait, il va y avoir une nouvelle dynamique, pas forcément nouveau-ancien, mais il va y avoir des groupes. Alors qu'avant, il y avait un groupe, là, il va y avoir des groupes. Il va y avoir des gens qui font des trucs ensemble, des gens qui sont pas dans ce groupe, mais qui ont envie d'y être. Voilà. Bref, il y a une nouvelle dynamique de groupe qui se met en place. Et donc, pour reprendre, on passe de Polabox, 20 personnes, petit bureau, petite famille, on lève des fonds. Nous-mêmes, je pense on s'est pris un peu au sérieux. À mon avis, on a voulu, je sais pas comment définir ça. Ça nous a mis un coup. On s'est dit, waouh, ouais, on vient de lever beaucoup d'argent. On a des comptes à rendre tout d'un coup très forts. Et puis ta posture, enfin, tu dois te dire qu'elle doit changer. Et elle change de fait. Enfin, au début, t'es pote avec tout le monde. Après, quand t'es 150. Non, on se l'est pas dit tout de suite. Ah ouais, ok. On se l'est pas dit tout de suite. On a voulu continuer un peu sur ce rythme-là et en fait, de facto, elle a changé d'elle-même. Okay. Justement, on a été confronté à l'obligation de changer. Donc, on se retrouve 3 mois après la levée. On s'appelle Cheers. On est plus rouge, on est bleu. On est dans des bureaux de 500 mètres carrés dans le Marais qui sont très grands, qui sont pas du tout remplis. Et il y a 20 nouvelles personnes et on n'a pas de RH, pas de DAF et aucune structure, aucun élément de structure de la culture qui permet d'expliquer aux gens ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui fait que ça marche. Donc en fait, on n'a pas de documentation de la boîte. Ok, parce que du coup tout le monde se connaît, tout le monde se parle et on n'a rien documenté, il y a aucun qui fait quoi. Donc tout se fait de la bouche à la bouche, quoi. Un peu à l'arrache parce que t'as plein d'opportunités, que ça va très vite et que tu suis. Exactement. Nous avec Aurélien, on a ce côté, on a tout le monde en direct. Quand on est 20, on va essayer de garder encore tout le monde en direct. Et on se retrouve fin d'année 2015 avec une horde de poulets sans tête dans la boîte. Mais nous-mêmes, ça doit être très sympa, ça. Nous-mêmes, donc tu vois le poulet qui sans tête, qui bouge de droite à gauche là. Et ce qui est pas du tout de leur faute. Et on avait des gens super, des gens compétents, mais on n'a pas su leur donner une direction claire. On n'a pas su garder ce qu'on avait et le faire grandir. Parce qu'on a changé de nom, parce qu'on a changé de marque, parce qu'on avait une stratégie qui était encore en train de s'affiner. Et donc on faisait n'importe quoi et on faisait pas de croissance parce qu'on n'était pas alignés. Ouais, c'est le moment où tu peux perdre ton âme, quoi. Enfin, tu changes littéralement tout dans ta boîte jusqu'à son nom et son identité, quoi. Surtout que on est sur un marché quand même pas très grand, très concurrentiel, et que nous, notre force a toujours été de développer une marque. Enfin, notre stratégie depuis le début, c'est de développer une marque, d'essayer d'avoir autre chose à proposer que du prix et des produits qui soient les mêmes que les autres sur le marché. Donc, on a besoin d'innovation, on a besoin d'idées, on a besoin de. T'as besoin d'identité. D'identité. Et on n'en avait plus. Et ça a été très compliqué. Même pour toi, j'imagine que ça a été compliqué. Ah, mais pour moi, c'était l'enfer. En fait, j'avais plus envie de bosser là-dedans. Alors que c'est ta boîte, quoi. Alors que c'était ma boîte. Et tu l'as fait parce que tu devais avoir un appel pour le faire, quoi. Je reconnaissais plus rien. Et en fait, j'étais démuni. J'étais vraiment démuni face à ça. Je ne savais pas quoi faire. Ok. Et il y avait des choses business qui étaient évidentes. Il fallait qu'on augmente notre panier moyen, il fallait qu'on change notre cible, il fallait qu'on premiumise notre offre. Mais il y avait un autre truc imperceptible qui fonctionnait plus, qu'on avait perdu, et je savais pas comment le retrouver. Et voilà. Il y a eu un élément déclencheur en 2016, c'est que donc on va être short cash 6 mois après la levée, on sait qu'il nous reste 5 mois de cash, qu'on a levé 6 millions d'euros. Ah oui, donc ça aide pas en plus à te dire je vais me projeter sereinement, je vais prendre le temps etc. Au max, on a burné 450 000 euros par mois, et donc en fait, en 2 mois, tu perds 1 million d'euros. T'es en mode survie, quoi. T'es en mode survie. Et là, on se dit, bon, bah, on est 45, je crois, il faut qu'on passe à 25 dans les 2 mois. Donc tu laisses partir 20 personnes, quoi. Bah, on laisse partir, on fait partir 20 personnes. Ouais. Et... C'est l'anglicisme du let go qui revient. C'est bien dit, mais en fait, non, on doit se séparer de 20 personnes. Et dans les 20 personnes, il y a des gens qui étaient là avant la levée, qui faisaient partie de cette culture de famille et tout. Et ça a été un moment hyper compliqué. C'est un moment où on te dit, bah en fait, soit c'est eux, soit c'est Cheers. Donc t'as pas le choix. C'est un moment donné où tu prends énormément de recul aussi sur ton business. T'es plus en train de construire un projet avec des gens que t'aimes bien, t'es en train de gérer une entreprise. Et ça, c'était pas forcément hyper agréable comme situation, même si c'était indispensable.
Et puis se pose la question de comment je fais en sorte que ça ne réarrive jamais dans ma vie un truc pareil, parce que c'est blessant pour les gens à qui tu parles, c'est difficile pour toi, c'est déprimant. Bah oui. Tu te réveilles le matin, tu sais bon bah cette semaine Je dois virer des gens, quoi, je vais concrètement. devoir Que me j'aime bien, séparer de gens que j'aime bien, avec qui j'ai vécu des que choses. j'aime bien, que je trouve bon dans ce qu'ils font, mais là il faut faire des choix en fait. C'est vraiment on s'ampute quoi. Ok, Ouais, on se coupe un bras, parce que c'est des gens qui sont forts et avec qui t'aimes bosser, mais voilà. Et puis les négociations, enfin, j'ai trouvé que la partie négociation dans ce moment-là était particulièrement difficile. Ok. Il y a plus de potes, quoi. Il y a plus de potes. C'est bon bah ok. Combien c'est quoi mes indemnités je veux plus. Et c'est à ce plus, moment-là plus, plus. que tu comprends ce que ça veut dire la solitude d'entrepreneur, quoi. Ouais. Même si vous êtes deux, tu On vois. est deux, Et heureusement. je Là, pense que ça doit beaucoup vous aider sur ce moment, surtout si vous êtes potes. Ouais, bien sûr. Là, enfin nous avec Aurélien, on a des grosses phases de soupape où heureusement que personne n'est là pour écouter parce qu'on lâche tout, on est sans filtre. Mais c'est trop bien. Ouais, bien sûr. Plutôt que d'être seul assis dans ta tour à te dire mais comment je vais m'en sortir, je peux pas le montrer, quoi. Exactement. C'est là qu'à deux, c'est fou. On se disait, là, j'en peux plus. Voilà. Puis on a fait les entretiens indépendamment. Enfin bref. Ok, donc moment difficile. Moment très 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 compliqué. Et c'est à ce moment-là, je pense, où j'ai commencé à me dire, au-delà du côté business, ok, il faut construire une structure dans la boîte, une métastructure. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Bon, maintenant, j'arrive à l'expliquer autrement. Il faut mettre tous les éléments de notre culture d'entreprise. Mais à l'époque, je savais pas. Il faut construire une métastructure pour que il y ait un alignement beaucoup plus fort dans les gens qui arrivent dans la boîte, les gens qui sont là, que chacun comprenne un peu mieux ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, quelle est sa place dans le projet, et qu'on garde les éléments qui fonctionnent bien, mais qu'on puisse progresser pour que ça ne réarrive jamais, qu'on recrute les bonnes personnes, qu'on sache exactement pourquoi on les recrute, qu'est-ce qu'elles font, et qu'on puisse progresser. Et c'est vraiment le début de l'explication de la culture Cheers. Donc on a créé des temps forts, on a créé la Cheers Academy, donc c'est un moment où quand les gens arrivent, on passe 2-3 jours avec eux pour leur expliquer vraiment qu'est-ce que c'est que Cheers, super important dès le début. Ça date de 2016. On a commencé à faire des réunions beaucoup plus hebdomadaires avec l'équipe aussi. Donc on a les Kickstarter des lundis matins. Tous les lundis matins, on fait un point d'équipe, tous ensemble. Et c'est un élément fort de notre culture pour dire qu'on en veut, qu'on est ambitieux, qu'on suit les chiffres, qu'on est exigeant là-dessus, qu'on met en avant aussi de l'innovation au sein de la boîte, enfin qu'on essaie de faire participer un peu tout le monde. Et puis voilà, le projet se dessine petit à petit et on essaie de dire, je lance la documentation de toute la boîte. Donc voilà, au début c'était des fichiers Word sur Dropbox. Maintenant il y a plein d'outils qu'on utilise, mais donc on écrit les process, les réunions qu'on a. C'est ce que tu commences par faire. Les rites, ouais. Quand vraiment ça va pas et tu te dis là maintenant il faut que ça change. C'est ça ta première action. Parce que en fait, ce qui est là dans ce que tu me dis, c'est voilà, on a mis en place des rituels, on a un super onboarding, etc. Mais entre le moment où c'est atroce et le moment où t'as mis tout ça en place, il y a un moment où il faut que toi, ou je sais pas comment, c'est comment tu l'as fait. Tu te poses des questions pour savoir, mais en fait, du coup, qui on est vraiment. Est-ce que ça a toujours été très clair pour toi et t'as juste su l'écrire, ou est-ce qu'il y a eu ce travail de le faire émerger et du coup, comment tu l'as fait avant d'arriver justement à ce qui en découle et comment tu la déclines, du coup, ce qui est super aidant et super fort pour la suite. Ça n'a pas toujours été super clair, mais en fait, ça a toujours été super clair à un moment précis. Après, ça a pu changer. Ok. Ça évolue en fait. Mais oui, moi, ça a toujours été très clair. Ça a toujours été très clair ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, comment on le faisait. En fait, lors de ma première aventure, programme TV, j'ai très vite compris que moi, je voulais construire une boîte où les gens se sentent vraiment bien. Et quand on est arrivé dans la situation de 2016 où on a dû se séparer de gens et que ça allait plus et que je voyais que les gens dans la boîte étaient pas bien en fait. Les gens dans la boîte étaient pas bien parce qu'on pouvait leur dire tout et son contraire, parce qu'on était en panique, parce qu'on savait pas. Je pense que c'est aussi un moment où on n'a pas eu un discours cohérent avec Aurélien et ça a été compliqué à tenir à vivre pour les équipes. Et ça, c'était au fond de moi vraiment foncièrement un truc que je voulais pas. Bah ouais, t'es complètement désaligné de toi-même en fait. Ouais. Et souvent quand t'entreprends, c'est aussi justement pour construire quelque chose dans lequel toi, ce que tu veux voir dans le monde se réalise. Et t'as le pouvoir de créer ça pour des gens. C'est ça qui est magnifique avec l'entrepreneuriat. Et alors quand tu sens que c'est plus toi et c'est plus ce que tu veux, mais t'es déchiré quoi. Ouais. Déchiré, pas bien. Et donc je me suis dit je vais faire en sorte que ce soit pas le cas. Et j'ai lu, je me suis documenté, j'ai parlé à d'autres entrepreneurs et je me suis rendu compte que
je me suis rendu compte que on avait une culture d'entreprise, qu'il fallait la respecter. Et petit à petit, j'en suis arrivé au point où je me suis assez vite rendu compte que cette culture d'entreprise, c'était la chose la plus importante de notre boîte. Il n'y avait pas plus important. Il n'y avait pas un KPI au-dessus de ça. Il n'y avait pas un talent qui pouvait se mettre en travers de notre culture. Tu transiges pas avec, quoi. Non. Ça, je me suis rendu compte assez vite. Et je me suis rendu compte aussi que pour que ça fonctionne, donc il y a un truc qu'on a eu dès le début, c'est qu'on a toujours été très transparent avec les équipes sur les chiffres, la santé de la boîte et tout. Même quand ça allait pas, on le communiquait quand même. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, en fait, pour que ça fonctionne, il faut que chaque personne soit en pleine possession des informations de la boîte. Okay. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est son rôle précis? Bien sûr, du coup, comment on le fait et comment je le fais, du coup. Quel est son rôle précis dans le dessin global de la boîte? Ça, c'est pareil. Je pense que ça me vient en 2016. Et c'est pour ça que Cheers Academy, pour bien lui expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on va. C'est ça, en gros, la Cheers Academy. Voilà. Donc c'est, voilà l'histoire de Cheers. Voilà où on en est maintenant. Voilà pourquoi on en est là maintenant. Et voilà où est-ce qu'on va maintenant. Après, il y a plein de détails concrets et tout, mais grosso modo, l'idée, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on a fait les Kickstarter hebdomadaires. Ouais. Pour qu'on puisse se dire, voilà où est-ce qu'on en est, voilà quels sont nos objectifs de la semaine. Il y a un côté très, on lance la semaine, mais il y a aussi l'importance du rituel. Du rituel, mais l'importance pour que chacun dans la boîte sache où est-ce qu'on en est. Si tu es à la, je sais pas moi, à la com dans une boîte de 50-60 personnes, pas forcément facile de savoir où en sont les opérations, où en sont voilà, qu'est-ce qui se passe dans les autres équipes si t'as pas. Bien sûr. C'est comme ça que tu crées des silos et que tu crées des sous-cultures ou des variantes de culture. Exactement. Exactement. Et c'est hyper important ce que tu dis parce que il y a eu des sous-cultures justement dans ces années 2016. Et donc je me dis Kickstarter, Cheers Academy. Et je commence la documentation de la boîte parce que j'ai envie que chaque personne qui nous rejoigne comprenne le plus vite possible quel est notre projet. Voilà. Mais juste pour qu'on réalise bien, t'es CEO d'une boîte qui est en croissance, qui a levé des fonds, t'es pas hyper bien niveau cash, tu t'arrêtes, tu te mets dans une pièce ou dans ton bureau ou je sais pas avec ton ordinateur et t'écris des choses, quoi. Et tu prends le temps de le faire. Et ça prend du temps, quoi. Ah, ça me prend beaucoup de temps. Je me rappelle parce que... c'est important à ce point-là, quoi. C'est-à-dire que ta boîte est plus ou moins en train de prendre feu, et tu dis on arrête, on prend le temps. Ah, mais moi, c'est vital. Et c'est marrant parce que je me rappelle, Aurélien se foutait bien de ma gueule à l'époque. Il m'appelait le documentaliste. Ok, super. Le bibliothécaire. Parce que c'est vrai qu'il y avait des urgences sur le feu. Il y avait parfois des KPI qui allaient pas bien, mais je sais pas comment expliquer. Moi, j'ai vu que c'était un besoin vital qu'on avait à ce moment-là de pouvoir... mettre bout à bout tous ces petits éléments pour que pour que les gens chez nous se sentent mieux, pour que les gens comprennent mieux ce qu'on fait et que s'ils aiment, tant mieux, s'ils aiment pas, qu'ils s'en aillent en fait. Et c'est passé d'ailleurs. Ouais, il y a eu des départs, il y a eu des gens, enfin, il y a eu une mue en fait, vraiment cette année-là dans la boîte, il y a eu une mue. On s'est vachement professionnalisé dans nos process business. Ouais. On s'est aussi professionnalisé dans notre culture. On a demandé aux gens des choses. Du coup, ça m'a permis, moi, assez vite d'identifier qu'il y avait des gens qui étaient hyper toxiques dans la boîte. Ok. Voilà. C'est quoi des gens toxiques? Juste si on s'arrête là-dessus. Tu vois, moi, j'ai tendance à croire qu'il n'y a pas de gens toxiques. Peut-être juste des gens qui sont au mauvais endroit. C'est un peu naïf de ma part. Oui, non, mais c'est ce que je dis, hein. Quand je dis toxique, c'est que juste, ils étaient pas du tout adaptés à notre culture. Okay. Et donc, ils étaient toxiques dans notre projet. Okay. Ils étaient toxiques dans notre boîte. Je pense qu'il y a une culture différente par entreprise. Donc chacun va trouver la culture qui lui plaira. Et il y avait des gens qui étaient toxiques chez nous parce que pas dans notre état d'esprit du tout. Okay. Et j'ai compris aussi à quel point ça c'était ce qu'il y avait de pire. C'est pire que de pas avoir de bons coups d'acquisition ou c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. C'est des gens qui cassent le moral, des gens qui cassent le moral, qui créent des petits groupes, qui défient en permanence. Ils permettent pas de construire et de capitaliser sur. Ils sapent quoi. Ils sapent. Ils sapent et c'est dur à remonter quoi. Et alors du coup ils partent d'eux-mêmes ou tu les fais partir? C'est toujours une question qu'on a. Il y a quelques personnes en fait où on était en fait ce qui a été compliqué et on a peut-être manqué de courage. J'ai peut-être un peu manqué de courage, c'est que il y avait des gens dont on avait besoin en fait dans leurs compétences.
C'est toujours à des moments clés. Toujours ce trade-off à faire entre il est super bon mais il fit pas. C'était pas qu'il était super bon, c'est que on n'avait pas d'autres personnes dans la boîte qui pouvaient faire ce qu'ils faisaient et lancer un nouveau process de recrutement et tout. Bon. Et donc on a subi. Moi j'ai subi des gens, mais t'imagines même pas. Et je le referai jamais. Hein. Je veux pas imaginer du coup. Je le referai jamais. Et le jour où ils sont partis, j'ai ouvert du champagne et je me suis dit mais à ce point-là. En fait, à un moment donné, on s'est dit bon bah là c'est plus possible. C'est fou d'en arriver à ce point-là. Effectivement. Ouais, si il y a des gens où pour moi, ils étaient en train de détruire tout ce que je mettais une énergie folle à construire parce que mauvais esprit, parce qu'à faire des histoires tout le temps, parce que t'es pris en otage parce que ils ont la. Ouais, en plus c'était des gens que manageait Aurélien. Ok. Et donc bon, on a toujours fait attention à pas c'était pas mon rôle de leur dire de partir, mais je le saoulais bien avec ça. Tu veux pas t'en séparer, on va trouver quelqu'un d'autre, s'il te plaît, voilà. Et voilà. Donc c'est à ce moment-là que les choses se sont mises en place. En fait, on est passé d'une culture subie, géniale, 2013-2014, tout était fait naturellement sans qu'on y réfléchisse. Et en fait, la crise qu'on a traversée nous a forcé à nous poser des questions. Et on s'est posé des questions sur la stratégie, sur le business, mais on s'est aussi posé des questions sur la culture. Et on a commencé à vraiment réfléchir et rationaliser la culture et se dire, maintenant on s'en sert en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'écrire, on va l'expliquer, on va faire venir des gens qui croient en ce qu'on fait. Et une fois qu'on aura ça, on va devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus unis. On va réussir à vraiment développer une marque et ça va fonctionner. Parce que c'est ce moment que tu poses le cadre en fait. Et en gros, tu poses le cadre, tu dessines le terrain de jeu, t'appelles ça comme tu veux. Mais soit t'es dedans et tu joues, soit t'es pas dedans et tu joues pas quoi. Exactement. Et soit tu joues avec les règles, soit tu joues pas du tout quoi. On crée une dynamique. De groupe. On génère de l'enthousiasme et en fait, on fait en sorte, voilà. Je pense que je vais pouvoir l'expliquer comme ça. On essaye d'expliquer le plus clairement ce qu'on fait aux gens, sans tabou, en toute transparence, en toute authenticité. On dit voilà ce qu'on fait, voilà qui on est. Si t'aimes et que t'as envie de construire, viens avec nous. Et si t'aimes pas, il y a aucun problème. Il y a plein de boîtes autour. Va ailleurs, c'est très bien ailleurs. Et voilà, okay, mais si t'es là, t'es content d'être quelqu'un de transparent, t'as envie de chercher de l'autonomie, parce que ça fait partie de nos valeurs, t'aimes la vitesse, t'aimes aller vite, t'es ambitieux, t'as envie d'avancer rapidement, t'as envie d'être quelqu'un d'enthousiaste, t'as envie de partager avec les autres. C'est ça aujourd'hui les valeurs qui nous animent. Et il y a des gens qui sont fondamentalement pas comme ça. Et on en a eu plein. Et donc voilà, je me suis dit à ce moment-là, on va rendre les choses très claires. Les gens qui aiment, ils restent. Les gens qui aiment pas, ils restent pas. Et après, ça prend un peu de temps d'être radical dans tes décisions. Aujourd'hui, on l'est. Hein. Ok. Ouais. T'as réussi à... Ouais, puis... Parce que même toi, c'est un travail sur toi, tu vois. De te dire, j'ai le droit de faire ça, quoi. Ouais, carrément. Puis je suis déstressé un peu du business et tout, donc ça tourne bien. Maintenant, on est à un niveau où la boîte est beaucoup plus forte que n'importe quel individu. Parce que t'as clarifié les fondamentaux et t'as construit dessus, et du coup, ta boîte existe pour elle-même, quoi. Donc si aujourd'hui, il y a des gens qui dérogent à notre culture, c'est dehors tout de suite. Enfin, il y a même pas de débat. Et on en a eu récemment, et des gens très forts, qu'on a mis du temps à recruter, notamment sur la partie tech, parce que c'est long. Et donc, on avait cherché des profils de haut niveau, et on a trouvé des gars, et en fait, culturellement, ça fitait pas du tout. On se pose zéro question. Ok. Zéro question. Et tout ça, sur un point de vue un peu concret, donc tu le formalises, si j'ai bien compris, dans un culture code. Culture book. Culture book. Alors toi, tu t'appelles culture book, ok. Ouais. Ça varie pas mal, effectivement, sur la terminologie. Aujourd'hui, c'est vraiment le doc central de la culture de Cheers. Si tu t'en sers pour tout, ou... On s'en sert évidemment pour tout. C'est pas le doc central. Le point central, c'est la culture. Oui, mais je reviens sur toi et ton passé de documentaliste pour lequel Aurélien se moquait de toi, tu vois. Donc, j'aime bien ce côté culture book et culture code. Nous, on aide nos clients à en faire. Parce qu'évidemment, la culture, elle est partout et c'est tout le temps. Enfin, il y a ce côté métastructure, ce côté un peu immanent, ce côté qui est invisible. Le culture code, le culture book, c'est un truc qui t'aide à la rendre visible, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce moment où tu l'amènes dans la réalité. Il y a plein de manières de le faire. Il y a les rituels, il y a l'onboarding, il y a tout ce que tu dis.
Mais là, t'écris un truc, enfin, tu vois, nous, on a des clients qui nous parlent de ça comme de la constitution, quoi. Genre, c'est ça, et c'est pas autre chose. Et du coup, c'est pour savoir, comment tu t'en sers, toi, de ce truc-là, et en quoi c'est aidant pour toi de l'avoir plutôt que de pas l'avoir. Alors nous, c'est pas la constitution au sens où il n'y a pas de règles érigées dedans, c'est plus mais on pourrait peut-être aller plus loin, d'ailleurs, on va peut-être réfléchir à fixer des règles. Donc déjà, notre culture book, il est très récent. Il a été écrit en 2020. Ok. Et c'était un peu la pièce manquante. On a commencé parfois à écrire des petits trucs et tout, et grâce à Hugo, notre DRH, qui est arrivé en 2018, avec lui, je me suis vraiment senti capable de l'écrire. Okay. Et il a été plus que précieux là-dedans. C'est-à-dire que c'est lui qui a réussi à formaliser énormément de nos discussions. Et en fait, on se dit, fin 2019, début 2020, c'est quelque chose qui nous manque. Il nous manque ce culture book, il nous manque cet outil qui va nous permettre de mieux expliquer aux gens, aux candidats aussi qui on est, et permettre de faire un premier tri comme ça, qui va nous permettre d'essayer de réfléchir à des règles qu'on a envie d'installer en interne pour promouvoir nos valeurs, qui va nous permettre de réfléchir aussi à des outils de management pour nos managers. Qu'est-ce que eux ils doivent valoriser aussi dans leurs équipes, qu'est-ce qu'ils doivent faire vivre. Parce que on est arrivé aussi à un moment où nos top managers, aujourd'hui le Comex, bon, c'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans, et moi je leur dis leur rôle premier aujourd'hui c'est d'être des garants de la culture. C'est ça leur rôle premier, de vérifier que dans leurs équipes la culture vit et qu'elle fonctionne bien. Donc on commence la rédaction de ce culture book et ça y est, on l'a, et c'est une vraie fierté, et il résume super bien ce qu'on pense avec Aurélien de cette boîte. Et maintenant ça va vivre, il va sûrement évoluer, mais c'est pas la constitution, c'est pas la pièce centrale, c'est juste un document qui doit aider chacun dans son travail. Pour moi, là, aujourd'hui, l'intérêt, c'est que donc on a une de nos valeurs qui est l'autonomie chez nous. On demande aux gens d'être très autonomes dans leur travail. L'autonomie qui est contrebalancée par la transparence d'ailleurs, parce qu'on est autonome, mais on communique aussi avec les autres nos avancées, nos échecs, nos réussites, ce qu'on sait pas. Et en fait, ce culture book, il permet à chacun d'être très autonome. Il permet à chacun de comprendre qu'est-ce qu'on attend, de toi, d'un Scherzer, dans telle ou telle situation. T'as un conflit de management avec quelqu'un de ton équipe, et ben le culture book, il doit pouvoir t'aider à savoir comment réagir. Et à prendre des décisions quand à quel moment je suis intransigeant, pas là. À quel moment je laisse passer. Tu vois, si quelqu'un se plante sur un sujet, le culture book va pouvoir t'aider à comprendre est-ce qu'il s'est planté pour une bonne raison, parce qu'il a voulu aller trop vite, auquel cas c'est pas grave, et au contraire c'est quelque chose qu'on valorise. C'est un guide du quotidien en fait, quoi. Est-ce qu'il s'est planté parce que il a mal communiqué des choses, et il a pas communiqué, il a voulu avancer tout seul dans son coin s'entêter, auquel cas c'est grave parce que c'est vraiment contre ce que nous on a envie de vivre ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est planté parce qu'il s'est mal comporté avec quelqu'un d'autre, voilà. Ça permet à chacun en fait de savoir comment agir dans son taf au quotidien. Ok, ouais, c'est super clair effectivement. Et de nous du coup être beaucoup plus serein et pouvoir manager beaucoup plus facilement aussi nos équipes. Ok. Alors juste, on commence à arriver vers la fin de l'interview, parce que je peux pas te prendre 3 heures pour parler de ça, même si j'aimerais bien. Concrètement, on a beaucoup parlé de l'interne de Cheers, ce que ça t'a aidé à faire à l'intérieur de ta boîte. Et en même temps, tu nous dis dès le début que Cheers, c'est une marque, que sa vocation à être portée à l'extérieur. Enfin, t'es sur du B2C, t'as besoin d'avoir une marque forte. Est-ce que tu fais un lien entre ta culture, tout ce travail que t'as fait, et la marque Cheers à l'extérieur, comment elle est perçue, et le message que tu donnes à tes clients? Yes. On fait évidemment un lien énorme, et la réflexion de l'écriture du culture book, c'est, je crois qu'elle démarre parce que la boîte elle a beaucoup grandi. Donc on est 150 maintenant, un peu plus. Et c'est hyper important. Donc je te disais que chacun dans son travail au quotidien puisse être autonome, et autonome sur le déploiement de notre marque pour nos clients. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'interne, mais au final chacun œuvre aussi à destination de nos clients. Comment on parle à nos clients, comment est-ce qu'on construit une expérience pour nos clients. Et 100% des gens chez Cheers travaillent sur l'expérience client. Okay. Que ce soit en production, que ce soit les techs qui travaillent sur le produit, le marketing dans nos publicités, dans nos messages, dans toute notre communication, dans la partie ops aussi, on a notre équipe qui parle à nos clients au quotidien, comment on leur parle, comment on leur répond, qu'est-ce qu'on leur dit. Et notre marque, donc je vais commencer par ça, notre marque elle
c'est pas comment les gens nous perçoivent, c'est comment les gens nous vivent. En fait, c'est l'adéquation entre ce que nous on projette aux gens et l'expérience qu'ils vont vraiment vivre. Donc, ce qu'ils vont vivre avec nous, c'est ça être une marque. C'est pas comment ils nous ont connus ou est-ce qu'ils nous connaissent, c'est ce qu'ils vont vivre avec nous. C'est ce qui reste quand on arrive tout, en fait. Je pense qu'on est une marque que pour ses clients. On n'est pas une marque pour des gens qui n'ont pas commandé chez nous. On est quelque chose, on a de la notoriété, on est quelque chose qu'ils connaissent, mais on n'est pas encore une marque. Et le Culture Book, en fait, si tu veux, aujourd'hui, ce qu'on n'a pas encore fini de faire, ce qu'on est en train de finir de faire, et ça a été le gros chantier de 2020 qu'on a démarré, c'est qu'on essaye de trouver l'alignement parfait entre notre Culture Book, notre plateforme de marque et notre stratégie product. Ce qui est vécu sur l'application pour que ce soit parfaitement aligné. Et une fois que tu as cette espèce de triptyque, bah pour moi, t'as le feu sacré. Là, t'es surpuissant. Hein, ouais. T'es injouable et tu fais rentrer des gens et chaque personne qui arrive, bah, elle contribue pleinement au projet et elle te fait décoller en fait. Elle te fait vraiment avancer et elle vient vraiment mettre une pierre dans ton édifice. Ça prend du temps et quand je parle aux marques autour de moi, je suis quand même assez fier parce que je pense qu'on est allé assez vite là-dessus et on est assez évolué. Ah, complètement. Enfin, si tu as un retour de quelqu'un qui passe son temps à travailler là-dessus avec des gens, oui, c'est ultra évolué et tu vois, enfin, justement, t'as plusieurs stats que tu peux observer, qui peut se théoriser. Et le dernier, c'est vraiment comment elle est reconnue à l'extérieur, tu vois. Elle t'aide à l'intérieur et elle est reconnue à l'extérieur. En fait, t'es en train de faire ça. Et justement, pour beaucoup de gens, tu sais, il y a une connotation un peu bullshit sur la culture entreprise, les valeurs, etc. Parce qu'ils s'arrêtent très très bas dans le process. Parce qu'en gros, tu fais 2 ateliers, on fait émerger 4 mots, on les peint sur les murs, on fait sur les murs sur des cahiers, et puis on s'arrête là. Et c'est pas vécu, et c'est pas décliné, tu vois. Et donc c'est marrant cette histoire de peindre sur les murs parce que ça revient souvent. Hein. J'ai interdit moi qu'on écrive nos valeurs sur les murs. Ok. J'ai dit ça, c'est la honte absolue. Ça, c'est vraiment c'est le fake total. Et voilà, d'ailleurs, je refuse qu'on communique sur notre Culture Book en externe, en mode on fanfaronne, ouais, notre Culture Book c'est super, regardez, on a une super culture. Non, la culture c'est pour nous, c'est en interne, c'est notre truc. C'est notre feu, c'est notre histoire, c'est notre intimité de cheerser, c'est notre, voilà. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous, vous la vivrez avec nous et on partagera tout. Mais c'est pas un truc, c'est pas du marketing. C'est notre quotidien, je pense que t'es la seule personne que je connais qui tient ce discours. C'est notre projet. C'est génial, en vrai. C'est notre force. Et parce qu'on aura ça rayonnera dans notre marque. Parce que, du coup, on est hyper authentique avec nos clients, on se ment pas à nous-mêmes, on est transparent dans les réponses qu'on leur donne, on n'est pas là pour arnaquer qui que ce soit, nos clients sont pas des porte-monnaies, ce sont des gens à qui on a vraiment envie d'offrir un service de qualité parce que ça fait partie de ce qui nous rend fiers, nous, en tant qu'équipe. Et ça, on le vit, c'est vrai, et donc ça se ressent, et c'est comme ça qu'on va construire une marque exceptionnelle pour le futur. Je le sais, il y a même pas j'en suis sûr ou je le pense, je le sais. En tout cas, c'est notre projet. Et il y a peut-être des gens qui pensent différemment, ils seront pas heureux chez nous. Voilà. Ok, wow. Du coup, je te propose une dernière question pour clôturer l'épisode. Je pense que c'est dur de faire mieux que tout ce que tu viens de dire. Je pense que là, on sait que tu es convaincu de l'importance de la culture entreprise. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Du coup, une question qu'on pose toujours, c'est quel conseil que tu donnerais à un entrepreneur, à un dirigeant qui hésite à prendre le temps de travailler là-dessus? Mais je crois pas qu'il y ait de règles, en fait. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque entreprise a une culture. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit pas écrite, qu'elle soit connue, qu'elle soit inconnue, il y a une culture. Il y a une façon de faire, qui est très souvent incarnée par les fondateurs d'ailleurs, ou par les dirigeants, quand les fondateurs sont plus là. Il y a une façon de faire les choses. Il y a des attentes, il y a des mots, il y a des règles qui façonnent une culture. Donc elle existe. Donc maintenant, le conseil que je donnerais à chacun, c'est est-ce que ils en sont conscients et est-ce qu'ils préfèrent la subir ou est-ce qu'ils préfèrent la choisir? Et nous, à un moment donné, on a subi une culture qui nous plaisait pas parce qu'on a grandi trop vite et donc on a été obligé de faire ce travail de rationaliser, de se reposer les bonnes questions et de remettre à plat nos fondamentaux. Et ensuite, on a construit, on a taillé, on est allé loin dans la réflexion. Mais donc la question, elle est là. La question, c'est est-ce qu'on préfère subir? C'est comme la connaissance de soi-même. À un moment donné, Bien sûr.
On peut refuser de se poser de questions, et il y a des gens qui vous expliqueront qu'ils investissent énormément de temps dans la connaissance d'eux-mêmes parce qu'ils préfèrent choisir que subir. Et ben pour la culture d'entreprise, c'est pareil. Il y a des gens pour qui c'est super naturel. Il y a des boîtes encore très incarnées avec des petites équipes très proches des fondateurs, et c'est pas forcément la peine tout de suite. Je crois qu'à un moment donné, quand on veut grandir, si on veut bien grandir, il faut se poser les questions le plus tôt possible, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes au Crédit Agricole et que vous voulez changer la culture du Crédit Agricole, ça va être difficile. Très compliqué. Ça va être difficile. Parce qu'il y a beaucoup. C'est énorme, quoi. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Et en fait, la culture, c'est toutes les règles du quotidien. Et donc, c'est un manager dans votre boîte qui recrute quelqu'un dans son équipe. Ça va être lui, au quotidien, le référent culture. Comment est-ce que je dois travailler dans cette boîte? Donc, si lui-même, il n'est pas incarné, convaincu, ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'en ce moment, d'ailleurs, on est en train de faire un vrai travail de formation de tous nos managers chez nous, en lien avec notre culture, parce que c'est eux qui vont la faire vivre. C'est eux qui sont sur le terrain aujourd'hui avec les équipes. Et tu peux plus le faire toi seul en étant fondateur, parce que c'est trop grand, quoi. Mais moi, je le fais. Oui, bien sûr. Mais je l'incarne par nos meetings quarterly, je l'incarne par les Kickstarter, donc les rendez-vous toutes les semaines qu'on fait avec les équipes, et c'est encore Aurélien et moi qui présentons. Je le fais parce que je discute avec eux, ils me voient, et donc je suis là. Mais je suis pas au quotidien avec eux. Voilà, aujourd'hui, chez Cheers, il y a des gens qui sont N-3, N-4 C'est plus l'époque où on était 20 dans un bureau à Strasbourg-Saint-Denis. Je leur parle pas hyper souvent, et donc c'est important que leur manager soit le relais parfaitement aligné avec nous de notre culture. Et donc on les forme, et donc on essaie de leur expliquer, et comme on le fait tôt, maintenant, je suis hyper confiant pour qu'on soit 2, 3 000, 4 000 personnes. Et ça te libère, toi? Ça me libère, ouais, bien sûr. C'est même pas que ça me libère, c'est que t'as plus peur de te retrouver dans un endroit que tu reconnais plus du jour au lendemain, parce que non, j'ai plus peur de ça. J'ai plus peur de ça. Et en fait, nos RH sont aussi formés là-dessus, donc ils peuvent détecter. Enfin, tu vois. Mais maintenant, en fait, c'est tellement magique une fois que tu l'as. C'est tellement magique, ça change tellement tout dans tes process de recrutement, dans tes évaluations quarterly. Dans tout ce que tu mets en place quand tu as ce référentiel pour savoir si ça vient nourrir ou pas ta culture, c'est juste exceptionnel. Tout est fluide. Tout est aligné. Tu te prends quand même beaucoup moins la tête. Ok. Écoute, merci beaucoup Antoine, je propose qu'on s'arrête là. Ouais. Si ça te va. Vraiment un grand merci pour tout ça. Mais merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.